Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du chapitre 1036 de One Piece. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur le retour de Rox d'Ishebek et les origines de Im, je vous invite à aller les voir. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpost pour ne rien rater. Vous êtes plus de 55% à regarder mes vidéos sans être abonné et c'est bien dommage. Abonnez-vous pour qu'on commence l'année 2022 ensemble. Le chapitre se nomme « La voix du samouraï réside dans la mort ». Il débute sur le final de l'affrontement entre King et Zoro. King est bel et bien défait et on a encore droit à un court flashback entre lui et Kaido. Kaido demande à King s'il croit toujours qu'il est Joy Boy et que le monde qu'il crée est celui qu'il désire. King répond que les légendes sont des légendes et qu'à ce stade, peu importe ce qu'il fait, il lui doit la vie. King dit à Kaido de continuer à être le plus fort et que de son côté, il s'assurera de ne jamais perdre jusqu'à ce qu'il devienne roi des pirates. À cette époque, Kaido n'avait pas de barbe ni de moustache. Il n'était donc pas à son prime. Roger et Barbe Blanche étaient toujours là puisque lorsqu'il a affronté Moria, il y a plus de 2 décennies, il avait sa moustache. Kaido naît et ne sera jamais plus fort que ces deux-là. Ainsi, on peut se dire qu'à cette époque, même si King lui disait de continuer à rester le plus fort, ce n'était pas forcément lié à son titre du pirate le plus fort du monde et qu'il a acquis ce titre par la suite après la mort d'autres légendes. King a brisé sa promesse en perdant, donc Kaido ne pourra plus continuer à être le plus fort puisque Luffy va le vaincre. On sent l'amertume de King à travers cette planche. Cette image où il tombe dépourvu de sourire montre le côté amer concernant sa défaite et surtout la culpabilité qu'il ressent envers son capitaine à qui il a promis de ne jamais perdre. Et paradoxalement, c'est au tour de Zoro de se souvenir de sa promesse qu'il a faite à Luffy. Jusqu'au jour où il le battra pour devenir le plus grand épéiste, il ne perdra pas. Encore une autre confirmation, et même deux. Mihawk est plus puissant que King et les seconds empereurs puisque Zoro a passé ce stade. Zoro affrontera bel et bien Mihawk afin de devenir le plus grand épéiste au monde et le niveau de Mihawk doit être alors tout bonnement phénoménal étant l'objectif final et dernier combat de Zoro. Le combat se termine par Zoro qui dit qu'il deviendra le roi des enfers. Mais quel charisme et quel flow incroyable il a. J'avoue que l'opposition entre les deux personnages m'a ému, parce que King donnait envie qu'on le supporte également. Mais dans un combat, il y a toujours un vainqueur et un perdant. Un dont les rêves sont solidifiés et un dont les rêves sont fracassés. On voit ensuite une sbire de Kaido et plus précisément du groupe de Baorian qui constate la défaite de King et le rapporte aux autres et au CP0. Le membre du CP0 affirme que ça ne plaisante plus, mais que tant que Kaido et Big Mom seront debout, les efforts seront vains. Nous pouvons revoir Kid et Law qui affrontent Big Mom. Elle ne se retient pas et les deux supernovas sont en mauvaise posture maintenant qu'elle a une armée de homies en métal. Par la suite, on revoit Momonosuke qui dit qu'il va arrêter l'île. Nous avons aussi droit à un monologue du narrateur disant que le conflit entre l'Alliance et les Yonko s'approche d'une fin potentiellement désastreuse. Effectivement, si Luffy parvient à vaincre Kaido, les nuages de flammes se dissiperont et l'île s'effondrera, ce qui enflammera alors les réserves de poudre à canon dans les sous-sols et une explosion surgira, prenant avec elle toute la capitale des fleurs. Mais ce n'est pas le seul problème. Le démon de feu que Kanjuro a créé se dirige vers le sous-sol et peut donc faire exploser l'île pendant que celle-ci vole. Yamato est heureusement à sa poursuite et nous le voyons arriver à l'entrée de l'armurerie. Celui-ci est protégé par le number numéro 6, Rocky, qui est en train de dormir. Fuga lui fonce alors dedans pour permettre à Yamato de descendre au sous-sol. On passe après au grenier, entre le premier et deuxième étage. Le démon de Kanjuro continue sa route et des membres de l'équipage Usambet combattent Usopp qui protège Kiku et Kinemon. Kinemon demande de prendre Kiku et de partir tandis qu'elle lui demande l'inverse. Usopp leur fait la morale en leur criant plein de larmes et de morphes qu'ils ne doivent pas mourir. Aller aussi loin pour mourir serait du gâchis et ce raid n'est pas uniquement centré sur la bataille. Il n'a pas tort. Les fourreaux doivent ouvrir les frontières pour accomplir la volonté d'Oden. Alors que Usopp allait se faire attaquer par des membres de l'équipage de Kaido, Izo intervient et les tue. Il montre son dos comme Denjiro l'a fait devant Sasaki en disant à Kinemon et Kiku qu'ils doivent continuer à vivre s'ils croient en Luffy. Izo se prépare à combattre les 100 bêtes et dit à Kote Usopp de fuir avec les deux autres afin qu'ils soient en sécurité. Des paroles qui flattent Usopp qui réagit au fait qu'Izo connaît son surnom et donc sûrement son parcours. Le chapitre continue avec Raizo et Fukurokuju. Les deux sont paralysés à cause de l'attaque de l'autre et les flammes vont bientôt les consumer. Fukurokuju dit à Raizo que les flammes l'atteindront en premier et qu'il a donc gagné d'avance. Ce à quoi lui répond Raizo qu'il lui en faut plus car il est un fidèle serviteur de Oden. Et il n'a pas faux. On peut repenser à la scène de la mort d'Oden dans le bouillon. Même si les fourreaux n'étaient pas dedans, il ressentait la chaleur et quand bien même, Raizo qui est un vassal d'Oden se doit de résister à ces flammes.
Le fait qu'on nous montre que les deux aient utilisé des techniques de paralysie nous permet de mieux comprendre pourquoi on ne les avait pas vus depuis un moment alors que les résultats des versus se faisaient savoir. On n'en voit pas plus mais on peut présumer que le combat arrive à son terme. On passe alors sur Orochi et Komurasaki. Orochi demande à Komurasaki de lui jouer la musique qu'il aime et elle s'exécute. Il veut fuir le plus vite possible mais attend Fukurokuju pour ça. Hiyori est bien présente sous couvert de son identité de Loiran Komurasaki. Ce qui nous permet de confirmer que c'est bien celle-ci qui a sauvé les fourreaux rouges au chapitre 1004 et que c'est bien le son de son instrument qui se faisait entendre dans le château. La vengeance de Hiyori sera glacée et elle sera celle qui tuera et coupera les 2 dernières têtes de Orochi, soit seule, soit accompagnée de Momo, même si pour l'instant il est occupé. On peut estimer qu'elle a pris la Ame no Habakiri, le katana de Den qui a été légué de base à son fils Momonosuke pour tuer Orochi, le Yamato no Orochi. D'ailleurs, on peut relier cette vengeance à la légende de Susanoo avec le Yamato no Orochi. En effet, le Yamato no Orochi était un monstre légendaire à 8 têtes qui se nourrissait d'une jeune fille par an. Une année, il a décidé de prendre la princesse d'un royaume pour la manger. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à la première fois qu'on a vu Orochi dans l'ombre réclamer Loiran Komurasaki, la princesse du royaume? Dans la légende, Susanoo a eu peur des actions du monstre et a décidé de le tuer. Il a donc sauvé la princesse en tuant le Yamato no Orochi avec son katana Ame no Habakiri. En tuant le monstre, il récupère un katana appelé Kusanagi no Tsurugi. Cette légende nous laisse penser que Momonosuke sera donc celui qui tuera Orochi avec Ame no Habakiri et qu'il récupérera un katana d'Orochi appelé Kusanagi. Kusanagi no Tsurugi était une légendaire épée japonaise au même titre qu'Excalibur. Ame no Habakiri est l'épée qui peut couper le ciel et dans les légendes, Kusanagi est considéré comme l'épée qui assemble le ciel. Un katana assemble le ciel alors que l'autre le sépare. Ainsi Momonosuke aura 2 katanas et pourra donc utiliser le Nitoryu de son père Oden. Un style de combat que personne n'a su imiter à la perfection, même les fourreaux qui ont vécu de nombreuses années aux côtés de leur maître, Oden Kozuki. Son fils Momonosuke, quant à lui, sera capable d'utiliser le Nitoryu de son père pour devenir un samouraï aussi illustre que lui. Mais on peut totalement penser que maintenant c'est plutôt Hiyori qui utilisera le katana et qui se sauvera et se vengera elle-même. Et qu'elle sera la combattante au katana vu que Momonosuke lui comptera sûrement plus sur son fruit du démon artificiel dans le futur. Ça permettrait de montrer aussi que Hiyori a une place très importante dans la famille des Kozuki et que si sa mère ne l'avait pas envoyée dans le futur en même temps que Momonosuke, c'était aussi pour qu'elle évolue et qu'elle s'entraîne à l'art de l'épée, comme son père, cette fois aux côtés de Denjiro. Dans tous les cas, Momonosuke Kozuki est le futur shogun de Wano Kuni et il est certain qu'il aura un rôle à jouer et qu'il ne va pas devoir compter que sur les autres malgré son jeune âge, et il en va de même pour Hiyori Kozuki qui n'est pas là que pour jouer d'un instrument, comme on pourrait le croire. On continue alors avec le sous-sol où Appo et Inbi fuient laissant Drake derrière eux. Drake et l'autre number Zenki sont KO. Le CP0 ne rigole pas. L'homme masqué dit que ça n'a pas été facile parce que Drake lui a donné du fil à retordre. En tout cas, le résultat est bien là. Drake, Appo et les 2 numbers se sont fait laminer. 2 fuient et 2 autres sont KO. L'homme masqué reçoit un appel de Dendenmushi, de qui je présume être l'autre homme masqué laissé seul dans la pièce. Il leur demande s'ils ont capturé Nico Robin, ceux-ci répondent que pas encore et que quelque chose est arrivé. Ils sont alors prévenus qu'il faut sortir du château rapidement et que les Okaban ont été vaincus. Après cela, on voit Sanji et Zoro qui sont allongés et Killer et Beppo en action. Le CP0 dit que si la nouvelle génération gagne, cela ferait un grand bruit et que cela marquerait l'époque. On revoit Kid, Law et Big Mom puis on passe sur Kaido et Luffy enfin. On passe aux combats qui vont déterminer le final de la guerre. Les temps changeront lorsqu'ils seront finis. On termine donc le chapitre avec Luffy vs Kaido. Ça faisait un moment qu'on ne les avait pas revus. Ces derniers combattent toujours et on a droit à une magnifique double page où Luffy envoie un rock gun dans la tronche de Kaido après avoir pris un Ragnarok sur la tête. Le début de l'année 2021 a débuté sur Luffy qui frappe Kaido et elle se termine de la même manière. Les deux rigolent et disent que ça devient enfin intéressant. La guerre passe donc dans sa phase finale avec seuls Kaido et Big Mom comme ennemis encore debout. On peut s'attendre à ce que Luffy, Kid et Law brillent dans les prochains chapitres et gagnent leur combat. Ça sera incroyable et je suis contente qu'on puisse enfin se concentrer un peu plus sur les 2 empereurs. La manière dont Kaido rit est juste incroyable. Autant on l'a déjà vu sourire et rire par le passé, autant ce rire de fin de chapitre montre l'excitation qu'il a de combattre Monkey D. Luffy, et c'est un grand honneur pour Luffy de pouvoir esquisser un sourire de cette ampleur sur le visage de Kaido. On voit clairement que les deux s'amusent et on sait que leurs personnages ont toujours été ainsi. Si souvent Luffy ne pouvait pas sourire dans des situations périlleuses, ici dans la pire des situations, il s'en donne à cœur joie car il croit en lui. Et le combat l'amuse ayant un adversaire comme Kaido. Quelles seront les retombées de ce match à mort?
Cette question que l'on se pose tous montre que ce combat ne peut finir que sur la mort de l'un des deux. Bien évidemment, c'est la mort de Kaido qui est attendue, et c'est totalement logique. Kaido ne peut pas rester en vie au risque de devenir une menace pour Wano Kuni. Luffy ne pourra pas toujours veiller sur le pays, donc même s'il déclare cette île comme son territoire, si Kaido est en vie, il pourra toujours venir la récupérer. Sa mort est inévitable, encore plus quand il prononce lui-même les mots suivants. La mort est l'accomplissement de tout homme. Maintenant reste à savoir qui va tuer Kaido vu que Luffy ne tue pas ses adversaires, mais cette question pourrait soulever des doutes quant à ce fait. Est-ce que Luffy ne va pas passer le cap et décider d'en finir pour de bon son ennemi pour la première fois de sa vie? Perso, je vois pas Luffy tuer, donc à voir. Voilà, la review touche à sa fin. J'attends vos retours et comme d'habitude, je lis et réponds à tous vos commentaires. Et si mon contenu te plaît, n'oublie pas d'activer ton acquis du liking, du partage et de l'abonnement. Et bien évidemment, active la cloche d'or de Chandra, la voix de toute chose vous servira alors de notification. Je compte sur vous et votre soutien. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!